Salut et bienvenue sur Longint, je suis Tix le Geek et dans cet épisode j'accueille Rancune. Il anime des lives de vulgarisation en électronique et en physique appliquée depuis 3 ans sur Twitch. Il est féru de technologie de l'information, de sciences, il est aussi enseignant-chercheur. Le concept, c'est de parler des humains derrière les hackers et les nerds avec des questions ouvertes qui n'ont pas de rapport direct avec le hacking, et on s'interdit rien, on papote. Va y avoir une interview par semaine, alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, mettez la cloche, et partagez tout autour de vous. Racontez vos anecdotes dans les commentaires, qui vous voudriez voir dans l'émission, et tout ce que vous voulez, parce que c'est bon pour le référencement. Asseyez-vous confortablement, et on retrouve tout de suite Rancune sur Longint. Hop, ça enregistre. Alors, salut, toi c'est Rancune, tu fais beaucoup de streams en rapport avec l'électronique, la physique appliquée, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu veux te présenter? Bonjour, écoute, d'abord merci à toi de m'inviter. En effet, écoute, j'ai commencé le stream sous le nom de Rancune il y a 3 ans maintenant. Mon Dieu que Ah, le temps passe vite. ah oui, oui. Et voilà, donc on est une petite bande de réguliers sur Twitch depuis le début. On est un petit stream, hein, on est une petite vingtaine de réguliers plus beaucoup de passages. Et on fait de l'électronique, voilà, un peu de maths, beaucoup de maths. Oui, beaucoup. Voilà, avec une approche qui est un petit peu différente, je dirais, de ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on a discuté un petit peu, lorsque les gens m'ont demandé de commencer à streamer, puisque c'est né comme ça, je leur ai dit, je veux bien, mais je suis pas sûr de faire aussi bien ou aussi clair que ce qui existe déjà en vulgarisation. Donc ce que je vous propose, c'est là où je peux apporter quelque chose. Et là où je peux apporter quelque chose, c'est pas dans la vulgarisation, c'est plutôt dans la science précise. Et en disant, on y va doucement, mais on s'empêche pas de faire des maths, on s'empêche pas de poser les questions qui piquent un petit peu fort. Et, euh, et on y va, et vous allez voir, vous en êtes capable. Voilà, c'était un peu le pari au départ de toute cette aventure. Ouais, parce que c'est vrai que tes streams peuvent être très techniques, mais en tout cas, enfin, moi je trouve, personnellement, c'est quand même super bien amené. Enfin, voilà, tu t'expliques quand même les choses de façon intéressante, et c'est vrai que bon, ça s'adresse pas forcément à tout le monde, dans le sens où il faut quand même s'intéresser un peu et avoir les reins solides pour les mathématiques en particulier. Mais en tout cas, super stream, de très bonne qualité, voilà. Moi, ça me fait très plaisir de t'avoir Bah, parmi nous. Merci, c'est très gentil. On essaie de pas tuer les gens non plus, c'est-à-dire que, en gros, on essaie de partir sur un niveau seconde, première en maths et de faire les rappels à chaque fois que nécessaire. Donc voilà, c'est pas non plus un stream qui se veut élitiste, mais en fait j'avais tu sais, un peu cette frustration de quand j'étais jeune sur la vulgarisation. Je sais pas ce que toi, comment tu le vivais, mais moi, ça me donnait envie de découvrir plein de choses. Et je me rendais vite compte que, en fait, j'en savais pas assez pour faire quoi que ce soit avec la vulgarisation. Donc, je trouvais ça hyper frustrant quand j'étais jeune. Et ça m'a un peu traumatisé. Voilà, c'est peut-être le pourquoi de cette approche. Eh ben, ouais, moi j'ai un peu, comme tu le dis, un peu la même frustration. Parce que moi, j'adore vraiment toutes sortes de sciences, en particulier là, comment ça se passe la science dans les faits, quoi. Et c'est vrai que soit on a du matériel de vulgarisation qui est vraiment très vulgarisé et où au final il y a très peu d'infos, ou alors c'est tout de suite quelque chose de très 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 austère avec des codes très précis et qui sont difficiles à aborder. Alors que c'est vrai que dans les streams que tu fais, les gens peuvent poser des questions et du coup tu t'hésites pas à donner des précisions qui sont qui pour certains pourraient paraître bateaux, mais qui en fait donnent vraiment le pied à l'étrier, quoi. Oui, on essaie d'être un petit peu. Alors, c'est pas toujours facile d'être pratique, hein. J'aimerais être plus souvent au bench et un peu moins souvent au tableau noir pendant les streams. Mais la vraie difficulté, c'est qu'en fait, tu vois, on vit dans un monde où on essaie de gamifier l'ingénierie, de montrer combien c'est passionnant, etc. Et tant mieux. Mais le boulot d'un ingé, c'est combien d'heures de réflexion pour
trois composants placés dans la journée, quoi. Donc ça, c'est pas visuel. Les gens peuvent pas se passionner sur un truc où tu te questionnes pendant 5 heures sur comment tu vas attaquer la chose, quoi. Donc, Oui. ouais, j'essaie de trouver l'équilibre. C'est pas facile, hein, je t'avoue. Bah, puis en plus, du coup, tu sais exactement comment ça fonctionne, puisque du coup, tu fais de la formation en tant que métier. Oui, bah en fait, alors moi je suis une drôle de bestiole qu'on appelle un enseignant-chercheur, donc je passe moitié de mon temps en enseignement, moitié de mon temps en labo de recherche, mais pour le coup pas du tout sur l'électronique. Voilà, donc l'enseignement se fait côté alors télécom et réseau. Voilà, j'enseigne dans un IUT. Et la recherche, pardon, se fait en robotique sur en gros, du traitement d'image, de la reconstruction 3D, donc des choses qui sont très très loin du capteur, hein, qui sont bien bien au-dessus dans les couches d'abstraction. Ok, passionnant. Voilà, donc voilà, l'électronique en fait, hein, je le dis souvent pendant le stream, mais c'est venu comme une passion. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai eu comment dire, une formation complètement dédiée. Moi, je viens d'un monde plutôt ingénierie généraliste, en fait. Ok, Voilà. d'accord. Et tu te souviens de ta première machine? Oh que oui. Là, j'étais un petit bouchon à l'époque. Le premier contact avec ma première machine, je devais avoir, je pense, dans les 8 9 ans. Et c'était un Oric Atmos. Je sais Ok. pas si ça te parle. Alors, Donc, grosso modo, parce que c'est vrai que Auric, ils sont assez... enfin, on en entend parler, mais au-delà de ça, non. alors pour les plus jeunes de tes auditeurs, l'Oric Atmos c'était une machine pré-PC, même époque que les MO5, TO770, etc. C'était une bête de course avec 48 kilos octets de RAM, avec si ma mémoire est bonne 16 couleurs et qui se programmait en GW basique, donc qui était un basique, enfin équivalent GW basique, qui était un basique dans lequel mettre deux espaces c'était une faute de syntaxe. Quand il Ah, devait y avoir un espace, c'était un espace, tu vois. J'ai commencé à la dure. oui, ok. Et est-ce qu'elle t'a particulièrement marqué, cette machine? Et si oui, pourquoi Ah, t'as des souvenirs, des anecdotes? oh là, plein. En fait, c'est assez fou parce que ça a plus ou moins, cette rencontre-là avec la machine a plus ou moins changé beaucoup de choses dans ma vie et je dirais presque, c'est probablement à cause d'elle que je suis là. En fait, le contexte à l'époque, hein, pour te resituer tout ça, mon père était dessinateur industriel. Et l'arrivée de l'informatique dans le monde du dessin industriel, c'était la révolution absolue. Tu t'imagines bien, on passe du monde des grandes planches à dessin de 2 mètres par 1,50 m avec le calque et les rotrings à l'informatique. Et à l'époque, tu as clairement deux types de dessinateurs. Tu as ceux qui vont se mettre à l'informatique et ceux qui vont pas s'y mettre. Voilà, Ah, c'est l'enjeu sociétal de l'époque, comme tu as des enjeux autour de l'IA par exemple maintenant. Et donc mon père achète cette machine, un Oric Atmos, pour se former à la programmation, pour s'auto-former à la programmation. Moi je suis tout petit, je suis à côté de lui, et puis en même temps qu'il apprend, il m'apprend à moi le basique. Donc j'ai connu, comme beaucoup de gens de ma génération, tu sais, le fait de recopier des gros listings pour avoir un jeu. Les magazines comme, il y avait quoi? Il y avait Hebdogiciel, il y avait Jeux et Stratégie, dans lesquels tu trouvais des listings, alors pour ta machine ou pour d'autres. Donc des fois, il fallait adapter un peu. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé par le côté programmation en fait. Hein. Les petites choses au début, quoi, mais petit à petit, on progresse, on progresse, on progresse. ok. Et la particularité de l'Oric, hein, pour tout te dire, c'est qu'il avait à l'arrière un gros connecteur qui s'appelait un connecteur d'extension, expansion Ah, port ou quelque chose comme ça.
Et dans ces fameux magazines, j'ai commencé à découvrir des gars qui avaient automatisé leur aquarium, leur petit train électrique, etc., avec ce fameux connecteur d'extension. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, en fait, ce machin-là, il y a pas que du soft, en fait. Voilà. Donc ça a beaucoup eu d'influence, en fait, sur la suite, tu vois. J'aimais bien les sciences, mais je me suis passionné pour le numérique, en fait, très très vite. Ok, très bien. Pendant que tu parles des listings qu'on trouvait dans les revues à l'époque, quand j'étais petit, mon père il m'avait ressorti toute une pile de hors-série de chez LED Micro. Je sais pas si t'as connu Oh ça. oui, 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 si, j'ai connu. Et dedans, il y avait des tas de cours sur la logique combinatoire, ces trucs-là. Et j'avoue que moi, ça me passionnait. Et en fait, j'ai commencé à lire ça avant d'avoir vraiment un ordinateur en tant que tel. Et c'est vrai qu'à cette époque, on avait vraiment une diffusion de la connaissance qui était quand même assez hallucinante pour cette époque. Enfin, en tout cas. Oui, ouais, qui était, en fait, tu t'achetais une machine. Alors moi, je me rappelle de l'Auric, mais j'imagine que c'était la même chose sur les machines de l'époque. T'achetais la machine avec, t'avais un livre qui t'enseignait le basique. T'avais un gros bouquin qui allait avec l'Auric Atmos en tout cas, et dans lequel tu avais non seulement le langage, mais tu avais de mémoire un bon quart du livre qui était dédié à l'architecture interne de la machine, qu'est-ce que tu trouvais comme signal sur quel port. Donc en fait, c'est des machines dont on était maître en fait, hein, littéralement. Puis chose de fou maintenant, c'était en français. Eh oui. Tout était en français, tout était traduit. Et ça c'est une vraie difficulté. Tu prends un gamin de 8 ans de nos jours qui veut apprendre l'informatique, il y a des ressources en français, en tout cas pour l'informatique. Pour l'électronique, ça commence déjà à être un petit peu tendu de trouver des choses adaptées. Et t'as beaucoup moins de choix qu'à l'époque, en fait. Ouais, Voilà, oui. on parle tous anglais, mais pour un jeune, pour un petit qui débute, c'est plus difficile, je trouve. Ah bah, oui, oui, clairement. Parce que, bon, bah, l'histoire que je racontais, moi, je crois que j'avais 6 ou 7 ans, si je dis pas de bêtises. Bon, bah, l'anglais, je connaissais pas du tout. Enfin, je viens de la campagne, c'est pas du tout une formation que j'avais. Mes parents non plus, ils parlaient pas anglais. Et c'est vrai que d'avoir tout ça en français, bah, du coup, forcément, ça facilite les choses, quoi. Ah oui, et puis disponible chez ton marchand de journaux, tu vois. Moi, j'étais aussi au fin fond de la campagne profonde. Hmm. J'étais en Ardèche, hein, c'est te Ah dire. oui, ah Et, d'accord. et bon, t'avais le PMU, t'avais le vendeur de journaux, et chez le vendeur de journaux, dans les magazines, t'avais ces revues-là, quoi. Donc, c'était un truc qui était un peu incroyable à l'époque. Eh ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu te considères comme un blagueur? Genre, est-ce que tu te souviens avoir fait des blagues un peu avec... Alors, des blagues technologiques, oui. Ouais. Oui, 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 oui. Je pense que la bibliothécaire de mon lycée se souvient encore de nos passages sur l'ordinateur commun. Voilà, on faisait tout un tas de petites bêtises hein, avec l'ordinateur qui se mettait à jouer des airs de musique au pire moment possible, avec enfin, voilà des économiseurs d'écran un peu customisés, etc. Voilà, donc oui, on en a fait, et c'est vrai que c'était super motivant parce que t'étais un gamin, un collégien, un lycéen, et tu arrivais à maîtriser un outil mieux que certains adultes, Hmm. pour pas dire mieux que la plupart. Donc ça c'était fou. Voilà. C'est vrai que maintenant t'as un jeune, tu veux lui apprendre la prog, bon bah c'est cool, hein, tu passes 3 heures, il arrive à faire une boucle, à afficher Hello World. Et puis juste après, il retourne sur sa console faire des jeux en 3D. Ça n'a rien d'exceptionnel pour lui, tu vois. Ouais, bah, puis c'est vrai que l'émerveillement, bah, je pense qu'on peut encore le trouver. Par exemple, je sais pas, tous les jeunes qui font de l'Arduino, des trucs comme ça, bon, bah, c'est vrai que techniquement parlant, c'est pas le pinacle de la technologie actuelle, mais du coup, ça peut quand même maintenir un peu d'émerveillement. Par contre, à l'époque,
tout ce qu'on faisait sortait carrément de... Enfin, tout ce qu'on faisait. Moi, je dis ça, mais je suis arrivé des années après, mais en tout cas, à ton époque, euh, presque tout ce que tu faisais, ça devait être presque de la magie, finalement. Bah, c'était très valorisé par les adultes en fait. C'est-à-dire que pour eux, on était ouah, des fous de technologie, alors que nous, on balbutiait. Hein, c'était très humble tout ce qu'on faisait. Mais il y avait cette sorte d'émulation où les adultes te poussaient à continuer plutôt que de te dire ah bah non tiens arrête cette télé. Enfin les autres activités étaient peut-être un peu plus découragées. Tu vois la télé c'était ah non, arrête la télé, sors, va dehors. L'ordinateur, c'était ah oui, je suis fier que mon fils fasse de l'ordinateur. Donc on arrivait un peu mieux à négocier nos loisirs sur cet axe-là. Hein. C'est clair. Alors du coup, t'as eu de la chance, parce que moi je me souviens que à l'époque où j'ai commencé à faire de l'ordinateur entre guillemets, c'était même enfin, au sein du collège en particulier, bah c'était un peu, c'était pas mal vu, mais c'était quand même un peu chelou quoi. On disait oui, tu ferais mieux d'aller à faire du foot ou je sais pas quel truc. Et Bon. bah, je me On y a souviens. eu le droit aussi, mais moins. On Ah va dire ouais, moins que la génération d'après, en effet. ok. C'est-à-dire que c'était encore perçu comme un outil de travail. Il y Ah oui. avait les jeux étaient très balbutiants, il y en avait quelques-uns. Moi, j'étais au collège, il y avait un club informatique qui installait quelques jeux, mais Ouais. dans le collège, en tout et pour tout, il y avait 4 PC, 5 PC. Tu vois, c'était pas un petit collège. Donc c'était vraiment le début quoi. C'était le bon moment. Ok, et t'as déjà eu des problèmes avec la justice à cause de tes activités technologiques? Alors, j'ai pu, mais je me suis pas Ah, fait choper. ah, Donc, oui, ah bah, alors c'est tout un contexte, hein, mais je pense que c'est le cas de ta génération aussi. On est apparu avant la cybersécurité, oui, oui, ouais. avant même que le concept existe, avant même que la notion de tiens, je peux peut-être me faire piquer mon mot de passe existe. Enfin, je me souviens des protocoles mail type POP3 où les mots de passe circulaient en clair. Et Et oui, c'était ce qu'on utilisait tous les jours. Donc ça te donnait un gros pouvoir en fait. Hein. Ça te permettait de faire énormément de choses, bien ou mal. ok, et tu... Mais pas mal intentionné. Nous, on avait pas mal cassé d'objets, de systèmes, etc. Mais plus dans un but de comprendre comment c'était fait dedans. Voilà. Là aussi, hein, tu vois, c'est un contexte historique. Linux est balbutiant en France. C'est vraiment le début. Hein. On est sur mon lycée et puis le début de mes études supérieures. On en trouve. On en trouve. C'est à peu près là où je l'ai découvert d'ailleurs. Mais globalement, il y a encore beaucoup des parties des machines qui sont ou des OS qui sont des, je sais pas ça appeler ça secret industriel, mais des savoir-faire auxquels on n'avait pas accès. Ah oui, Donc, voilà, fouiller ces choses, traîner sur certains forums, c'était une manière d'engranger en fait de la connaissance qui officiellement n'était pas autorisée. ok. Est-ce que t'as une anecdote en particulier, ou est-ce que tu préfères pas t'étendre sur le sujet ou... Oh, bah, je vais t'en raconter une parce que je suis loin d'être le seul coupable en France à avoir fait ça. Mais à l'époque, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était chiffrement. Enfin, Ok, c'était les débuts un petit peu. Et il y avait une certaine chaîne de télévision dont les images étaient chiffrées, enfin cryptées. Et d'accord. en fait, j'apprends par mon oncle qu'il existe des décodeurs pirates. Et à ce moment-là, c'était vraiment le début. Je me dis pas, tiens, je vais regarder comment c'est fait. Je me suis dit, tiens, s'ils ont réussi à le pirater, c'est que c'est piratable. Et en fait, j'ai passé quelques heures à enregistrer des images, à essayer de voir un petit peu comment c'était fait, etc. Puis c'était très très bête. Hein. C'était un simple décalage de ligne. Hein. Donc, Ah, j'ai réussi à faire comme ça mes premiers décodeurs officieux, dirons-nous. Voilà. Mais c'était un peu ma petite fierté, c'était, tu vois, de
pas de savoir le faire, mais d'avoir réussi à le refaire. Voilà, Ok. d'avoir réussi juste en cherchant soi-même à trouver quel était l'algorithme derrière. Ça, c'était un des trucs dont voilà, c'était ma petite médaille à moi, si tu veux. Et puis, comme t'as pas été chopé, du coup, c'était pas vraiment illégal, quoi. Bah, j'ai pas été chopé, j'en ai pas vendu suffisamment pour être chopé. Ah, d'accord. Disons ça plutôt ça comme ça. Ok. Et Voilà. actuellement, t'es plutôt sur quel OS? Alors, je suis 100% quasiment du temps sous Linux. Et Ok. depuis 1999 à peu près. J'ai commencé Linux en 97 à mon entrée en école d'ingénieur et j'ai désinstallé Windows autour de 99 et j'en ai réinstallé un il y a 2 ans en fait, principalement pour des besoins de logiciels autour de l'électronique en fait où quand tu achètes un appareillage, tu as des logiciels de pilotage qui malheureusement ne fonctionnent que Ouais, très oui. difficilement. Donc c'est un petit peu le besoin qui a fait que maintenant j'ai une machine sous Linux, sous Windows, mais je vis sous Linux au quotidien. Oui. Ah, d'accord, très bien. Eh ben super. Voilà. Euh, Quand les gens disent Linux c'est pas pratique pour faire, je suis la preuve que c'est tout à fait faisable de vivre 25 ans sous Linux sans eh aucun ben, problème. bah puis, bon, j'ai envie de dire que bon, c'est beaucoup plus récent parce que je crois que j'ai dû arrêter complètement Windows en 2006, si je dis pas de bêtises, en 2005, je sais plus. Bon, et du coup, depuis, je suis quasiment à temps plein sous Debian et ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, t'es des pianistes toi. Eh oui, eh oui. Parce que du coup, c'est vrai que dans l'infra, on est habitué à plutôt utiliser ce genre de distribution, et c'est vrai que quitte à maîtriser une distribution de fond en comble, bah autant faire ça aussi sur sur le perso, quoi. Alors moi tu vois, moi du coup j'ai fait un peu le grand écart, c'est-à-dire que sur le perso je suis sur du Gen 2. Ok. Donc toujours un peu la même philosophie. Chouette, une distribution qui me permet de tout casser, de regarder comment c'est fait dedans, et qui me laisse pas d'autre choix que de comprendre. Donc ça a été un gros coup de cœur. Je suis passé sur Gen 2 en 2001 et depuis je suis fidèle à Gen 2. Ok. Donc ouais, ça fait quelques années quand même maintenant. Mais côté enseignement, on a un peu la même conclusion que toi, c'est-à-dire qu'on forme des futurs sysadmins pour une grosse partie d'entre eux. Et dans l'univers industriel, grosso modo, c'est du Debian ou du Red Hat qui est très demandé. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est Debian la distribution de travail, et donc du coup, forcément, je suis obligé de m'y mettre un peu aussi, quoi. Ok, très bien, très bien. Et est-ce que tu te souviens de quel type d'enfant t'étais? Ouf, alors je me souviens de quel type d'enfant je crois avoir été. Bon, j'étais plutôt un profil premier de la classe, assez timide. Donc j'étais pas forcément le gars que tu repérais dans un groupe, quoi, clairement pas. Le petit geek passionné de maths, passionné de sciences, passionné d'informatique. À cette époque-là, être geek n'était pas hype du tout. Oui. Donc je vivais mon petit train de vie en essayant d'éviter les coups durs au collège parce que c'est quand même un âge assez ingrat. Mais oui. Et puis entouré de quelques copains, on va dire fait un peu du même bois pendant le lycée, ce qui fait que j'ai gardé des très beaux souvenirs du lycée et pas de très bons souvenirs du collège. Ok, d'accord. Bah puis c'est vrai que être un nerd, il a vraiment fallu attendre assez tard pour que ça devienne au mieux normal, quoi. En vrai, c'est... Ouais. Alors tu vois, c'est un truc sur lequel depuis quelques années j'ai un peu changé d'avis parce que Ah nous, oui? notre génération se plaint un peu que les nerds étaient mal intégrés. Mais en vrai, on avait tous un ou deux copains, un peu nerds aussi, avec lesquels on avait les mêmes codes, les mêmes passions, les mêmes lectures. Tu vois, on arrivait toujours à trouver quelqu'un avec qui discuter.
Les petits nerds de 2025, maintenant que le fait d'être geek est à la mode, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Ah, c'est pas faux, ça, c'est vrai. Tu vois, et en fait, on avait certes une micro-communauté, mais on avait une communauté. Les petits jeunes que je reçois en post-bac, bah, c'est les 1%, on va dire. Hein. C'est ceux dans lesquels j'ai un peu l'impression de me revoir moi plus jeune. Bah, ils sont super contents de croiser enfin une ou deux personnes passionnées par les mêmes choses qu'eux. Hmm. Et je pense qu'ils sont plus isolés que nous on l'était, tu vois, de manière assez surprenante. Voilà. Peut-être. Ouais, c'est vrai que. Réflexion de vieux con. Non, mais oui, c'est vrai que du coup, maintenant, ça veut un peu tout et rien dire. Nerd, geek, bon, bah c'est vrai que à partir du moment où on joue un peu, les gens se considèrent comme geek ou nerd. Et donc, du coup, c'est peut-être plus compliqué de se faire. Alors, on va pas faire du gatekeeping non plus, en mode c'est pas des vrais et tout. Mais factuellement, les intérêts sont peut-être pas non plus tout à fait en phase, quoi. Exactement. Il y a pas les mêmes moteurs derrière, donc c'est des gens qui peuvent être là parce que le jeu vidéo est à la mode, parce que c'est à la mode d'être geek, geekette, souvent avec comment dire, une appétence autour de la culture japonaise, coréenne, etc. Euh, Ouais, le petit rancune version 2025, je suis pas sûr qu'il trouve aussi facilement sa petite place dans cet écosystème en fait. Je me dis que ça doit pas être facile pour eux. Eh ben, écoute, comme tu le dis, je pense que le petit X le Geek de 2025, il est un peu pareil parce que c'est vrai que ouais, non, en fait, ça remet vraiment en perspective plein de choses ce que tu viens de dire. Du coup, bonne réflexion, je trouve. Bah merci. Bon après faut pas non plus s'inquiéter. Il y a d'autres espaces qui sont apparus, hein, les Fab Labs, les Hackerspace. Ah oui. Et il y a J'ai pas Internet mal aussi. et Internet. J'ai pas mal gravité dans ces univers-là et c'est vrai que tu vois apparaître au travers des Hackerspace beaucoup de gamins qui sont passionnés par les sciences ou par le fait de fabriquer. Hmm. Et donc tu retrouves un petit peu ces sous-communautés-là, mais il faut qu'ils aient la chance de croiser un tel lieu, quoi. Eh oui. Voilà. Ah, Plus puis, difficile. ouais, carrément. Et puis, du coup, moi, je me souviens que finalement, la première vraie communauté où je me suis dit, ah, en fait, vraiment, on peut évoluer dans ce domaine, c'était Hackers Voice. Je crois que c'était ouais, en 2006 ou peut-être 2007, je sais plus exactement quelle époque c'était, mais où vraiment t'avais des gens qui faisaient ça, quoi. Et bon, par contre, là où je vivais, peut-être que je les avais pas trouvés, mais c'était plus compliqué, quoi. Et Moi, je crois que c'était la classe prépa qui avait un petit peu aidé. C'est-à-dire que il y a peu de gens qui disent j'ai des bons souvenirs de prépa. Je suis comme tout le monde, je suis sorti avec mon quota de traumatisme, mais je me souviendrai toujours de mon premier partiel de maths où je suis sorti, mais avec l'impression de m'être fait éclater, quoi. Et je croise un gars qui était dans ma classe et on se connaissait à peine, tu vois, ça faisait 15 jours qu'on était en cours ensemble. Et il me regarde, lui aussi il est sorti, il me fait ça a marché pour toi? J'ai dit, bah non, pas du tout. Et il me fait moi non plus, il sort une clope, il me fait mais par contre, qu'est-ce que je me suis amusé à chercher, quoi. Et, et là je me suis dit ça y est, j'ai trouvé les miens, enfin. Voilà, donc le gars s'appelait Thibaut, je l'ai jamais revu après la prépa. J'aimerais bien le revoir, savoir un peu ce qu'il est devenu. Ben voilà, en tout cas Thibaut, je pense toujours à toi régulièrement. c'est clairement un personnage de film. Là, tu m'as cité genre un film Ah, des années 80 américain. ouais, ben voilà, c'est un peu cette scène-là, mais voilà, tu vois, tu te dis, ouais, je suis tombé sur des gens qui marchent comme moi, qui se disent, bah ouais, l'éclate, c'est la satisfaction d'avoir cherché, d'avoir essayé de comprendre. Il y a un pic d'endorphine, quoi. Il y a un truc qui marche chez moi. Ok, très bien. Et t'es plutôt thé, café, eau, autre chose? Oh, je suis café au dernier degré. Ok. Voilà.
C'est-à-dire, si j'ai pas mes 5 ou 6 cafés par jour, noirs comme mon âme, non sucrés et amers au possible, je suis pas un homme heureux, et surtout, je suis pas un homme réveillé. Ok. Plutôt qualité ou quantité, du coup? Les deux, mon général. Très bien. J'aime bien le très bon café, mais il va m'en falloir une certaine quantité, ouais, pour rester un petit peu sharp, comme disent les Anglais, affûté. Ok, d'accord, très bien, très bien. Euh, Est-ce que tu te souviens quand t'as décidé que t'allais faire ce que tu fais actuellement? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps. En fait, j'étais un bon étudiant, hein, globalement. Je me débrouillais. J'avais des très bonnes notes et j'avais des très bonnes notes dans toutes les matières. Donc en fait, le petit rancune aurait pu faire littéraire, ça l'amusait autant que de faire des sciences, tu vois. Mhm. Puis il y a eu des rencontres avec des profs. Moi, ça a beaucoup été des profs qui ont fait que j'ai choisi telle voie ou telle voie. Ça s'est fait parce que il y a eu des rencontres, en fait. Et chacune, tu sais, t'as l'impression d'être une balle de ping-pong qui a rebondi dans la bonne direction plusieurs fois par coup de bol, quoi. Euh, Rencontre avec un prof de techno au collège, je me dis bah ouais, c'est plus les sciences, les maths et la tech que les lettres. Rencontre avec un prof de maths au lycée qui lui a révolutionné mon univers en me montrant combien Hmm. c'était passionnant. Puis bon, classe prépa, machin, école d'ingénieur, rencontre avec un prof qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a dit bah oui, non mais vas-y, go, fais de la recherche, t'en es capable. Voilà, c'est des petites choses comme ça, tu vois, qui font que j'ai été étape par étape vers une direction. Mais j'avais pas le grand plan tout petit de me dire je finirai en robotique. Non, pas du tout. D'accord, d'accord. Tu m'aurais demandé en CM2, je t'aurais répondu que je voulais être vétérinaire. Bon, bien. Ok, d'accord. Et est-ce que t'as l'âme d'un mélomane est-ce que t'écoutes beaucoup de musique? Alors, Est-ce que t'en fais? j'écoute beaucoup de musique. Alors, à certains moments, c'est assez marrant. J'ai jamais réussi à comprendre comment les jeunes, mes enfants compris, hein, arrivaient à se concentrer avec de la musique dans les oreilles. Moi, j'ai des besoins de silence sur certains cas. Mais il y a des activités où j'adore avoir de la musique, conduire, tu vois, faire certains trucs qui me demandent un peu moins de concentration. Ben voilà, la musique m'accompagne au quotidien. Par contre, je n'ai, mais alors, absolument aucun don artistique. C'est une catastrophe. Je suis incapable de jouer un instrument, je chante comme une casserole, et tous mes viewers pourront te dire que j'ai pas dépassé le bonhomme patate de grande section de maternelle en termes de niveau, quoi. C'est une catastrophe. Ok. Et Je- alors, Vas-y, ouais. excuse-moi. Non, mais j'allais passer à la question d'après, donc si jamais tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment. Ah non, non, j'allais juste te dire, les logiciels de CAO ont été faits pour des gens comme moi, tu vois, pour des gens qui sont incapables de faire un trait droit. Ok, d'accord. Et, si tu devais te battre, ce serait sur quelle musique? Ouf. Oh, je vais pas être très original là-dessus. Très probablement un truc un peu punchy. Ouais, je sais pas, je dirais du rock. Ah, c'est une question difficile en fait, ça pour moi. Ah oui, Ouais, je dirais, bon, tu connais un petit peu mes goûts musicaux autour du stream, hein, vous en entendez assez souvent. Je suis resté dans les goûts de mon époque, ACDC, ce genre de choses-là. Voilà, je vais pas être très original là-dessus. d'accord, d'accord. Donc tu te battrais sur du heavy metal finalement. Oui, plutôt, oui. Ok, d'accord, très bien. Alors là, alors désolé. Donc là, on va passer sur une série de questions. C'est sur une échelle de 0 à 10. Et l'idée, c'est que je vais te donner un mot, et tu me diras le plus naturellement possible la note que tu accordes à ce sujet-là. Ça te va? D'accord, ça Super. marche. Alors,
sur une échelle de 0 à 10, les écrans cathodiques. 6. 6. Ah ouais, plutôt 6-7, ouais. C'est une grosse partie de mon enfance. Et c'est en train de revenir un peu dans mes préoccupations d'électronicien en ce moment. Donc, je dirais 6-7 parce que je veux pas passer pour un vieux con, mais peut-être beaucoup plus en fait. D'accord. Moi, je mettrais 10 directement, donc tu peux y aller. Hein. Ah oui, non, bah en fait, bon, je suis... C'est plus un côté un peu rétro, mais je trouve ça fantastique qu'à une époque, on avait des petits accélérateurs de particules dans chaque foyer, quoi. Eh ben écoute, c'est exactement l'argument que j'ai sorti à l'enregistrement précédent, donc celui qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle. Un accélérateur, Comme quoi j'ai pas triché. un accélérateur de particules dans son salon. C'est quand même... c'est ouf. Ouais. Eh oui. Ah, c'est un truc de fou. Et puis c'est de la physique, c'est de la physique magnifique en fait. C'est très accessible. Bon, attention, haute tension quand même, hein, les enfants. Allez, je vais faire mon vieux encore une fois. Mais oui, enfin là j'en ai racheté il y a pas très longtemps en plus parce que j'ai trouvé des tout petits tubes de 7-8 cm de diamètre ronds d'oscilloscope russe. Oh, ok. Et tu trouves ça assez facilement là en ce moment. J'imagine que ça déstocke un peu du côté de l'Europe de l'Est. Et du coup j'ai des idées d'horloge là. Donc voilà, j'en ai quelques-uns qui sont arrivés, j'en ai 3-4. Il faut que je trouve un peu de temps. Ok, d'accord, pas mal. Bon bah du coup, excellente réponse. Sur une échelle de 0 à 10, la chose la plus illégale que tu aies faite. Alors, tu peux mentir. Ouais, non, l'histoire est rigolote. Je vais dire 5 parce que à la fois je ne regrette pas du tout de l'avoir fait et à la fois je ne suis pas du tout fier de l'avoir fait. Okay. Mais 5 sur 10, je garderai un peu de mystère autour. Je te dirai juste que j'ai passé une soirée à la gendarmerie dans le cadre d'une bagarre de bar pour avoir giflé quelqu'un avec un tabouret. Voilà. Est-ce que la musique, c'était du heavy metal? Non, c'était un bar breton et c'était à des grands airs de plutôt à coups de bombarde. D'accord, ok. Très bien, bah le mystère qui entoure cette histoire me fascine. Non, mais c'est une histoire de presque rien. C'est une bagarre qui a commencé dans un bar et on s'est frayé un chemin vers la sortie. D'accord. et il a fallu. Donc il n'y a pas eu de suite à cette histoire, heureusement, j'ai envie de dire. Mais à la fois ça me fait beaucoup marrer de la raconter et en même temps j'en ai très honte parce que bah voilà, la violence devrait être le dernier recours, quoi. Et oui, c'est vrai que même avec les questions à propos de la musique quand on se bat, bon, on part toujours du principe que la meilleure façon c'est encore de jamais se battre, quoi. C'est vrai que. Mais c'est clair. Ça arrive. Alors. Et donc du coup, sur une échelle de 0 à 10, la nature. 10. 10 10, c'est sans aucune exception. Ah oui, c'est à la fois, pour moi, une énorme erreur de la négliger, qu'on va payer très très cher, et quelque chose qui a toujours été important, tu vois, les balades en forêt avec mon père le week-end pour aller chercher des champignons. J'ai grandi en emmenant mon vélo un peu partout autour pour aller faire l'andouille entre les fermes. Ouais, tu vois, là j'habite à la campagne et je m'imagine pas en milieu urbain très longtemps, quoi. Ok, donc carrément plus rural que citadin finalement. Ah oui, complètement. Ok, d'accord. Sur une échelle de 0 à 10, les animaux de compagnie. Alors, à mon grand regret, 6. C'est-à-dire que j'adorerais retrouver un chien, etc. Malheureusement, je n'ai pas de jardin. Et si je l'ai pas, c'est parce que il serait malheureux, le pauvre. Ah oui. Mais oui, j'ai toujours adoré les animaux.
D'accord, ok, très bien, très bien. Sur une échelle de 0 à 10, le C. Dans ma vie, 9. 9. Ah oui, c'est quasiment c'est le premier langage que j'ai étudié pendant mes études d'ingénieur, vu que j'y suis venu assez tardivement. Moi, comme je t'ai dit, j'ai appris par le basique au départ. Et je suis tombé amoureux de ce langage, vraiment. Moi qui était passé par l'assembleur, j'ai vu le C, j'ai vu la lumière, tu vois. Et les autres langages, je fais du C++, sur une base quotidienne. Euh, M'apporte plein de choses au niveau sémantique, mais mon langage de cœur reste le C. Et si j'ai pas absolument besoin d'héritage, de machin de bidule, je vais revenir en C naturellement. Et ça fait des années qu'on me dit, ouais, c'est un langage qui est dépassé, c'est un langage qui va mourir, c'est machin. Bon, étant donné que la moitié des gens qui m'ont dit ça faisaient du Flash, Ah, je relativise. oui, d'accord, ok. Ah oui, parce que c'est vrai que le C, on peut dire qu'il est dépassé tout ce qu'on veut, n'empêche qu'il est encore là. Et il y a tellement d'outils qui font partie de l'infrastructure globale qui repose là-dessus, qu'on peut se dire que ça peut pas être si mauvais. Enfin, Oui, bah oui. Et puis en plus, tu vois, moi, ma librairie préférée en C, c'est le Python, quoi. ok, ça se tient, ça se tient. Fort bien. Sur une échelle de 0 à 10, Internet. Internet. Alors c'est quelque chose sur lequel j'ai évolué. Tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit Internet, c'est comme le C, c'est 9 sur 10 dans ma vie, c'est une grosse partie de mon métier repose dessus, que ce soit pour apprendre ou que ce soit pour transmettre, pour communiquer. Je trouve ça passionnant, etc. Les voies que suivent Internet, l'Internet du grand public, ne me plaisent pas. Hmm. Voilà, le jeu des pouvoirs, de la géopolitique, Internet comme outil plus ou moins de... Alors, je vais pas dire de surveillance, on va pas tomber dans la théorie du complot, mais de manipulation des masses. Euh, je, Depuis quelques années, je me demande de plus en plus si je préférais pas Internet à l'époque où c'était une grosse bibliothèque et que ça m'allait très bien. Ok. Eh ben, il y a... Alors peut-être que je peux te répondre mieux. Internet, oui, le web, bof. Voilà, c'est peut-être mieux. Ouais, bah, c'est un constat qui a été partagé avec plusieurs personnes qui sont passées dans l'émission. Et c'est vrai que, sans vouloir jouer les boomers, quelle que soit la personne, ils disaient un peu les mêmes choses, disant bon, ok, c'est magnifique, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de pas le considérer comme glauque, quoi, parce que c'est vrai que tout est de plus en plus centralisé, il y a des enjeux qui deviennent de plus en plus politiques, qui deviennent de plus en plus étranges, finalement. Oui, tout à fait. Je pense que tu l'as mis en bien meilleurs mots que moi. Ouais, c'est une sorte d'outil à deux facettes, quoi. Et la deuxième facette qui apparaît depuis quelques années me paraît dangereuse. Voilà. Ah oui. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Ok. Je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente interview, mais finalement, Internet, moi, ça me fait penser à une tronçonneuse. Dans le sens où c'est super pratique, ça permet de faire des choses qu'on pourrait jamais faire sans. Et pourtant, a priori, si on l'utilise mal, ça peut vite devenir l'outil le plus dangereux du monde, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça demande une vraie formation. En fait, Oui. je le dis souvent un peu en plaisantant, mais il faudrait presque un permis à conduire les ordinateurs. C'est-à-dire que à un moment, c'est un outil surpuissant qu'on jette entre les mains de gens sans les prévenir que faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet, que attention, un réseau social, ça vaut pas plus que les discussions et les rumeurs qui traînent dans un petit village de Cambrousse. Voilà, tout ça est à prendre pour ce que c'est, Et, du blabla. et, et même en termes d'hygiène, c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui connaissent pas trop les us et coutumes,
ils mettent des choses sur Internet, ou ils utilisent Internet d'une façon, où n'importe qui a un peu de connaissance dirait, ouais, c'est une très mauvaise idée, quoi. Faut vraiment faire attention, quoi. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, tu vois, je cherche pas particulièrement à protéger mon identité sur les streams, parce que de toute façon, j'ai un métier public. Hein, quand t'es enseignant, quand t'es devant un amphi, tout le monde sait qui tu es. Donc, voilà. Mais pour autant, bah, j'essaie de pas dévoiler trop mon adresse. J'essaie de pas trop dévoiler. Personne n'a jamais vu mes enfants passer dans le stream ou ma femme, etc. Il y a un moment, il faut garder le privé privé et le public public. Voilà. Et ça, je vois des gens qui ont des comportements sur les réseaux sociaux qui, moi, me feraient peur. Ah oui. Bah, à chaque fois que je vois ce genre de comportement, je peux pas m'empêcher de me dire qu'un jour on va voir une publicité avec eux qui vantent les bienfaits d'un truc complètement immonde, avec toutes les photos qu'ils mettent en ligne, Oui. tous leurs comptes qui sont accessibles. C'est vrai que ça peut vite devenir glauque. Oui, et puis l'IA est en train de nous jeter l'actualité à la figure, hein, parce Ah oui. que je prends des images de toi, je te fais dire ce que je veux. Juridiquement, c'est pas toi. Eh C'est un oui. double numérique. Donc, tu vois, on est dans une zone où je sais pas exactement ce qu'il en est légalement, mais ça ouvre des questions compliquées. Alors, je suis pas un expert, mais je crois que légalement, c'est un bordel sans nom. Voilà. Oui, voilà, c'est un avis technique auquel je me range. Fort bien. Ok. C'est quoi ta pire expérience professionnelle? Est-ce que tu t'en souviens? Oh, la pire. En fait, j'aime mon métier. Hein. Même si je râle souvent dessus, j'adore mon métier. Je dirais c'est parfois de la frustration. Tu as des étudiants bons. Eux, j'en parle jamais parce que de toute façon, c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux et de voir des gens évoluer. Tu as des étudiants en grande difficulté. Et ça, c'est un crève-cœur quand t'es prof parce que Hmm. tu sens que tu es là pour les aider, c'est un peu ta mission, et t'as pas toujours les moyens de le faire. Donc, on fait de notre mieux, et des fois avec du succès, là c'est des grandes victoires, et des fois malheureusement compliquées. Et tu as des étudiants qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui sont un peu là par défaut, qui sont un peu là parce que ils ont vu la lumière, ils sont rentrés, on leur a dit oui. Et ça, j'ai aucune emprise. C'est-à-dire que tu es en train d'essayer de partager de la passion, tu es en train d'essayer de leur dire mais regardez, ça va vous donner un métier, ça va vous permettre d'évoluer, vous allez gagner de l'argent. En plus, c'est l'éclate, c'est un domaine qui est formidable, je veux dire, le réseau et télécom. Ah oui. Ouais, j'arriverai pas à vendre aussi bien droit et comptabilité financière, tu vois. Chacun son truc, hein, mais ça, c'est pas le mien, quoi. Mais et là, je tombe sur des gens qui, en fait, ouvrent un œil et replongent sur TikTok. Et t'as Hmm. aucune emprise. Enfin, tu peux pas les aider. Tu te dis, mais il serait même mieux ailleurs, qu'ils fassent quelque chose qui leur plaise. Mais non. Non, ça ne bouge pas, ça ne réagit pas. Et ça, c'est dur quand t'es prof. Ça, c'est très, très dur. Eh ouais. Donc, c'est pas une énorme mauvaise expérience, c'est plutôt une expérience un peu récurrente que t'es obligé de revivre régulièrement, en fait. D'accord. Ok, ok. Oui, bah si, c'est vrai que la frustration, ça fait partie tout à fait des réponses possibles. Donc, très bien. Voilà. Après, comme tous les profs, j'ai aussi les passages où je suis passé pour un con. J'ai aussi les passages où j'ai dit des conneries. Si, tiens, je peux t'en raconter une où je m'en suis voulu à moi-même beaucoup, Ah, vas-y. et qui te montre un peu. C'est justement basé sur ça, sur ces élèves sur lesquels t'as aucune emprise. Ça se passe il y a plus de 15 ans. Je suis en amphi, et puis t'as un étudiant qui discute et qui me tourne le dos, littéralement, pour discuter, tu vois. Hmm. Donc je le recentre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et j'avais 3 heures de cours, donc c'était long, quoi. Hmm. Et à un moment, je me retourne et je le vois de nouveau en train de discuter avec son voisin de derrière, donc en me tournant le dos, quoi. Et là, j'en ai marre, j'attrape le premier truc à ma portée pour lui jeter en lui disant retourne-toi, et le premier truc à ma portée, c'était la grosse, grosse brosse en bois du tableau. Ah. Et je l'ai eu pleine tête. Ouh.
Voilà, il l'a prise, mais dans la nuque. Et là, au moment où la brosse quitte ta main, ta première pensée, c'est mais là, je fais une connerie, là. C'est pas cool, ça, du tout. Mais c'est trop tard, hein, la physique est impitoyable. Et Euh, bon, le pauvre tout penaud, avec une belle bosse, il s'est retourné, il a été sage le reste du temps. Mais je m'en suis infiniment voulu, quoi. Voilà, je me suis vraiment dit, là, c'est pas bien. Bah oui, papy, de toute façon, on reste des humains. Donc c'est vrai que effectivement, Ah oui, on peut prendre sur oui, soi tant oui. qu'on veut. Si c'est pas le bon jour, si c'est pas, bah, voilà. Exactement. Donc ça m'est pas arrivé souvent, mais il y a eu au moins cette action-là où depuis, tu vois, je m'efforce de jamais perdre mon calme. Quoi. Ça m'a servi de leçon. Très bien. Il a servi un peu de bouc émissaire. Punching ball de bouc émissaire. Très bien. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce que t'aimes bricoler de manière générale? Énormément, Ouais. énormément. Et en fait, si tu veux, beaucoup de gens qui sont dans la tech sont pro tech à fond. Moi, je trouve qu'il y a un savoir-faire absolument fou dans certains métiers, tu vois, ébéniste, plombier, Hmm. carreleur. Je suis toujours impressionné quand je vois un bon professionnel, la façon dont il va faire ses mesures, les mille et une petites astuces auxquelles il va penser, et où moi je vais m'y reprendre à 10 fois pour avoir un résultat qui va être dégueulasse à côté du sien. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour la plupart des métiers d'artisanat en fait. Voilà, Ok. donc j'essaye à ma petite échelle, je bricole, je fais un peu de bois, un peu de métal, un peu d'usinage, Oh. j'apprends de mes bêtises. Mais voilà, rien d'aussi notable que certains passionnés. Ok, donc t'es non seulement intellectuel, enfin, mais aussi manuel du coup. Si tu aimes te servir de tes mains. Ah oui, oui, oui. Le côté intellectuel, tu vois, par exemple, les maths, je les fais parce que pour moi, c'est un outil. Hmm. Les maths me permettent de concevoir des circuits que je ne sais pas concevoir autrement. Donc, maths pour les maths, voilà, si tu me demandes la dérivabilité de exponentielle de x ln de x en zéro, ça m'intéresse peu, quoi. Voilà. Si par contre c'est un truc dont j'ai besoin parce que tel circuit va être en x égale zéro, là ça va me passionner. Ah, Donc c'est les maths utilitaires. d'accord. Ok, très bien, très bien. T'es plutôt rétro ou futuriste? T'as des questions difficiles aujourd'hui. Euh, Futuriste. Clairement Futuriste. futuriste. Ouais, plutôt. Et dans ce qui m'intéresse et dans mes lectures. Donc, D'accord. il peut y avoir un côté nostalgie, tu vois. On parlait des tubes cathodiques, par exemple. C'est un truc qui va beaucoup m'amuser et avoir une petite touche, un petit pincement au cœur, tu vois. Hmm. Mais c'est pas ça qui va me driver le plus. Ce qui va me driver, c'est de jouer avec. Je suis joueur, en fait, plus. Ok, d'accord. Et donc, si jamais tu devais, enfin, tu pouvais voyager dans le passé, est-ce que tu le ferais? Et si oui, tu irais quand? Alors, du coup, dans le passé, Ah, voilà, ça peut être une époque dans que le t'as passé. connue ou que t'as pas connue. Je dirais. Une époque que j'ai connue, ce serait plus revenir un peu dans ma plus jeune enfance, les années collège, les années lycée, et dire aux petits rancunes un peu trop timides, mais vas-y, ose, fonce, t'as rien à perdre, go. Voilà, ne passe pas à côté des choses. Mais bon, ça c'est comme on dit, hein, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais oui. Euh, Sur un côté plus historique, je trouve il y a eu toute une époque, tu sais, avec beaucoup de physiciens qui ont fait des découvertes Ah oui. incroyables dans les deux mêmes décennies. Et comme beaucoup de gens, je vais pas être très original là-dessus, je trouve ça absolument phénoménal, tu vois. En 20 ans de temps, on découvre les radiofréquences, on découvre la relativité, enfin pas la relativité, la radioactivité, on découvre
Voilà, il y a, tu sais, cette fameuse image de conférence dans lesquelles tu as 30 personnes, ils vont tous être prix Nobel ou médaille Field, ou au moins porter un théorème à leur nom dans les années qui viennent. Voilà, ça devait être une période absolument folle avec un univers à découvrir en fait. Eh Donc oui. ça j'aurais adoré. Je crois que je vois de quelle époque tu parles, et j'y pense assez souvent, parce qu'à côté de chez moi, il y a une usine qui a été faite par des gens qui étaient contemporains de ces gens-là, enfin de Hmm. cette époque. Et à chaque fois que je passe devant cette usine, je peux pas m'empêcher de me dire que, on va pas dire tout, ni que l'intégralité, mais qu'une énorme partie de ce qu'on fait actuellement, de ce qu'on a, bah, en fait, ça part de cette époque-là. Il y a eu quelque chose où, comme tu dis, des tas de gens étaient dans le bon milieu, dans le bon mood et dans la bonne ambiance pour finalement créer quelque chose, quoi. Et je pense, alors c'est peut-être une bêtise, de toute façon j'ai pas connu cette époque, mais je pense que c'est un peu à cette époque-là que beaucoup de choses se sont jouées. Oui, il y a eu un nombre de résultats de physique qui ont construit le monde moderne en fait, hein. Euh, Incroyable, vraiment. Alors je dis 20 ans, mais c'est peut-être 50 ans, c'est peut-être un peu plus large, tu vois, comme. Oui, On est passé d'une physique dans laquelle les 9 dixièmes des pages étaient blanches en mode terra incognita à on explique l'univers, quoi. eh oui. Donc ça devait être une époque qui était incroyable, vraiment. Et tu retrouves, t'as raison, il y a un gros passé industriel aussi autour de cette époque-là. C'est pas que la physique théorique, hein, c'est la naissance de tout ce qui va être industrialisation, technologie. Hmm. Ça devait être une époque folle, vraiment. D'accord. Et est-ce que tu préfères un truc mal fait qui fonctionne ou un truc bien fait qui fonctionne pas? Ah, Hmm. alors les deux vont me faire plaisir, mais pas pour les raisons que t'imagines. Un truc mal fait qui fonctionne, il va énormément me frustrer, et donc je vais me mettre à le refabriquer. C'est sûr. Je Ok. ne supporte pas les boîtes noires. Voilà. Je ne supporte pas le travail mal foutu. Je suis complètement capable de passer 2 mois à refabriquer cet objet juste pour me dire voilà, je l'ai fait et là il est classe. Et un objet bien fait qui fonctionne pas, c'est un joli problème à résoudre. Donc il va m'éclater aussi. Ok. Donc tu vois, j'ai pas assez d'heures dans mes journées hein, avec tout ça. C'est un peu compliqué des fois. Eh oui. Mais ça a été, tu vois, on va boucler un peu dans la discussion, mais ça a été une des raisons pour lesquelles je suis venu au logiciel libre. C'était la possibilité de démonter un peu les choses et de voir pourquoi elles étaient faites, comment elles étaient faites, et ce faisant, je me suis souvent rendu compte qu'elles étaient faites de manière très élégante. Eh oui. Et ça, ouais, en technologie, je suis un esthète. J'aime la technologie bien belle, bien faite. Bah puis c'est vrai que c'est un peu obligatoire d'être élégant dans ce genre de projet parce que c'est vrai que bah voilà un truc mal fait qui fonctionne basiquement bon je vais pas faire de parallèle non mais c'est vrai que pour que les gens puissent partager et participer à un projet il faut nécessairement que ce soit bien fait à la base quoi. Oui, ou qu'ils aient envie eux-mêmes de l'améliorer. Eh Enfin, oui. tu vois, des fois, je publie des codes sur lesquels moi, je suis pas 100% satisfait. Mais ça donne, c'est ma petite pierre à l'édifice, ça donne au suivant la possibilité d'améliorer, puis de revenir, puis moi je vais améliorer à mon tour. Et c'est comme ça que, pour moi, naissent beaucoup de choses en fait. Faut accepter qu'un truc pour l'instant n'est pas parfait, mais faut pas l'accepter comme un état définitif. Hmm. Ok. Faut bien commencer quelque part, c'est ce que je dis à mes étudiants souvent, c'est lance-toi. C'est pas grave si au début ça vole 3 mètres, mais vise-toi comme objectif qu'à la fin ça doit voler et traverser l'océan, quoi. Ouais d'accord ok bien dit. Et c'est quoi ton outil préféré?
Alors ton outil, ça peut être un truc abstrait ou un marteau, un tournevis, une mini-pelle, peu importe. Euh, je dirais un tournevis. Je dirais un tournevis parce que c'était le premier outil que j'ai eu. Premier outil D'accord. qui était à moi et que j'étais pas obligé d'aller piquer au papa dans le garage. Et, euh, et en fait, bah, j'ai fait comme beaucoup d'enfants avant moi. Hein, j'ai sacrifié à l'autel de ma curiosité un certain nombre de radio-réveils, d'anciens appareils électroniques que mon père doit encore chercher d'ailleurs. Et donc, et donc très souvent, bah, mon premier outil, c'était le tournevis qui me permettait d'accéder à ce qu'il y avait dedans et à essayer de comprendre comment ça marchait. Donc voilà, Ok. Ouais, c'est une... une, un début de réponse en tout cas. Ok, très bien, très bien, très bien. Bah ouais, puis ça se tient, parce que c'est vrai qu'un tournevis, finalement, c'est un peu l'outil central de que tu fabriques ou que tu démontes ou que tu répares. Si t'as pas de tournevis, a priori, c'est toujours un peu chiant. Bah exactement. Puis tu vois, alors si tu veux rigoler, vous le voyez pas pendant les streams, mais en fait à ma gauche il y a deux choses. Il y a un pot à crayon parce que bah j'écris beaucoup, et il y a un pot à tournevis. Et s'ils sont là, c'est pas un hasard. Hein. C'est vraiment que c'est souvent le truc dont j'ai besoin, quoi. Un peu à tournevis, ok, très bien. Bah, tu sais quoi, il y a peut-être un marché. Si tu décidais d'ouvrir une boutique qui vend des pots à tournevis, je suis sûr que des gens, ils trouveraient leur compte. Je pense que je vais pas faire fortune, tu sais, moi c'est les mugs qui traînent un peu partout ou dont m'ont fait cadeau les étudiants ou la famille. Voilà, tu vois, sur mon pot à tournevis, il y a marqué: j'ai tellement la tête dans le cul ce matin que là tout de suite j'aimerais pas être une licorne. Voilà. Oui, je crois que mes étudiants ont noté ma dépendance à la caféine. Ok. Et le pire conseil qu'on t'ait donné, à ton avis, c'est quoi? Oh, alors là, le pire conseil qu'on m'ait donné était peut-être le meilleur aussi. C'était un vieux chercheur quand je suis arrivé en labo de recherche et qui m'a dit: mais Seb, on s'en fout de la science. Si tu veux progresser dans ta carrière, faut être politique. Ah, Et c'est à la fois le meilleur conseil en termes de carrière et celui que je suis le plus heureux de n'avoir jamais écouté. Voilà. C'est-à-dire que ouais, j'ai pas la carrière de scientifique qu'auraient d'autres parce que bah j'ai pas été jouer les politiques pour avoir des millions d'euros pour mon budget de fonctionnement, etc. Je tourne avec un budget qui est plus réduit. Mais putain, qu'est-ce que je m'éclate en science. donc, donc c'est voilà, c'est le pire conseil et celui que je suis le plus content de pas avoir suivi. ok. C'est vrai que quand tu l'as dit, ça a fait quand même mal, parce que c'est le genre de truc, tu sais que c'est pas tout à fait faux, mais t'as vraiment pas envie que ce soit vrai, quoi. Et pourtant, Ouais. Et ouais, c'est en fait ça fait partie des deux conseils que tu entends souvent quand tu es enseignant-chercheur. C'est en gros c'est la politique qui fait la carrière de recherche. Donc là tu es en mode ouais super, j'ai pas signé pour ça. Et le deuxième c'est ben, l'enseignement ne fera pas progresser ta carrière. C'est que la recherche. Et c'est malheureusement vrai. Mais pareil, j'ai pas signé pour ça. Voilà, d'accord. si je voulais être full chercheur, je serais full chercheur. Si je suis enseignant-chercheur, c'est parce que j'aime les deux. Et donc j'investis le temps nécessaire et puis fuck. Voilà, s'ils sont pas contents, c'est pas grave. Ok, fort bien. Eh ben, moi je dois dire que en tout cas, cette réponse m'a soufflé. Voilà. Euh, et alors il y a quoi sur ton bureau? Ouf. Alors, j'espère que ce podcast est long. Alors, actuellement, sur mon bureau, il y a 13 livres d'électronique et de maths. Ok, Il y a une alim stabilisée, un générateur de signaux, un traceur de courbes de transistors, deux oscilloscopes, un FPGA, un moteur électrique, un codeur, un relais, comment on appelle ça, solid state, ok. non mécanique, quoi. Une bouteille de whisky, des caméras,
un montage LCD réalisé par mon modérateur d'amour et qui lui permet de m'envoyer des petits mots par réseau pendant les streams, qui tient avec une breadboard, des Dupont, des fils dans tous les sens, et qu'il faudrait un jour que je mette en PCB, une tasse à café et une quantité effrayante de stylos. Ah, et des afficheurs 7 segments de 6 cm de haut. Beau bébé. Voilà, bon, je te fais pas le tour complet, mais c'est surtout là ce qui m'empêche de mettre les mains sur le bureau. D'accord, mais finalement, ton bureau, c'est une usine de Shenzhen. C'est un peu ça. Ok, très bien. C'est trié, c'est juste trié stratigraphiquement, comme en électronique. Plus c'est vieux, comme en archéologie. Plus c'est vieux, plus c'est en bas. D'accord, très bien. Ok, et si tu étais le président de ton propre pays, quelles seraient les 3 premières mesures que tu prendrais? Alors, je vais être factuel pour le début. Je dirais de remettre au centre des choses l'enseignement et la santé. Voilà, parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours épaté. Pour moi, c'est les 2 missions principales d'un État, le reste étant très auxiliaire. Et c'est les 2 que je vois sacrifier à répétition, ça me rend fou. Surtout que je vis dedans. Voilà, donc ça, déjà, voilà, mon petit côté politique, je te répondrai, remettre ça au centre. Après, oh, c'est compliqué quand même. Eh oui. En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas du tout une position que j'ai envie d'occuper, en fait. Donc, du coup, j'y ai pas du tout réfléchi. J'instaurerai le droit à la sieste, parce que quand même, ça me paraît absolument nécessaire. Ah oui, oui, oui. Ok, Voilà, je je conçois. trouve que, voilà, je trouve que c'est une preuve de civilisation. Non, puis aller dans un monde fou, je dirais une utopie, enfin essayer de tendre vers une utopie dans laquelle, bah, si on fait quelque chose, c'est parce que c'est intéressant, et dans tout métier, il y a de l'intérêt en fait. Mhm. Donc essayer de remettre ça un petit peu au cœur et un petit peu moins des avantages strictement personnels. Un petit peu plus de sens, voilà. J'essaierai d'encourager une quête de sens. D'accord, 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 pas mal. Très bien. Bah, c'est plutôt factuel et plutôt logique, donc ok, très bien. Moi, je voterai pour toi, voilà. C'est gentil. Est-ce que tu te souviens du dernier truc qui t'a vraiment émerveillé? Mais je suis émerveillé tous les jours, moi. Je suis un grand enfant, j'ai 5 ans d'âge mental. Fou, Bah, disons le alors, dernier truc où vraiment tu t'es dit waouh, vraiment quoi. Eh ben écoute, alors ça va être cuculapraline comme réponse, mais littéralement hier. Hier, j'ai croisé un étudiant qui était en première année, avec une première année très très compliquée l'an dernier, et qui cette année me dit Monsieur, je dois faire ça pour tel autre enseignant. Est-ce que vous pouvez regarder l'exercice? Je suis pas sûr de mon coup. Et j'ai été épaté par l'élégance de son calcul. Vraiment, tu vois. Vraiment, j'ai été, tu sais, j'ai eu le petit waouh. Je sais pas si j'aurais fait aussi bien du premier coup. Hmm. Et là, j'ai vraiment été émerveillé. Et ça m'arrive assez régulièrement, que ce soit au travers des enfants, que ce soit au travers des jeunes, de me dire ah ouais, mais quel chemin en 6 mois, tu vois, ou en un an. Et les gens m'émerveillent régulièrement. Les objets m'émerveillent régulièrement, tu vois. Bon, j'ai passé mon été à jouer avec du FPGA en étant comme un gamin qui trouvait un nouveau cadeau à Noël sous le sapin. Mais mais fondamentalement, c'est souvent ça. C'est souvent ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec les jeunes, qui est des fois difficile, qui est des fois rugueux, qui est des fois incroyable, mais sont sans cesse source de surprise, d'émerveillement, ou des fois de blase absolue et au dernier degré. Ça arrive assez fréquemment, oui. D'accord, ok. Donc du coup, t'es quelqu'un qui est toujours émerveillé. C'est pas mal ça. Ouais, puis en fait, faut comprendre que chez moi, le moteur, ça a toujours été la curiosité. En Ouais. fait, depuis tout petit, pourquoi je fais des sciences, pourquoi je fais des maths, pourquoi
parce que je voulais comprendre comment marchaient les choses, moi. C'est, ouais, tu lances une boule, elle tombe. Ben pourquoi? Quelle est cette magie? Donc, j'ai jamais été satisfait d'un truc que je comprenais pas. C'est même chiant des fois. Il y a des gens où c'est oh bon bah ça marche, ça marche, on touche plus, on arrête. Ouais, Ah non mais moi si ça marche et que je comprends pas pourquoi, faut que je l'ouvre, hein, je sors le tournevis. Hein. et puis, c'est vrai que, bon, à titre personnel, je comprends que les gens aient pas spécialement l'énergie ou l'envie d'aller au fond des choses. Mais alors qu'on me reproche de vouloir le faire, ça me rend fou. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient mais pourquoi est-ce que tu veux voilà n'importe quoi, aucun intérêt et tout. Et alors ça me rend fou. Je crois que à ces moments-là, je pourrais me battre. Et pourtant je suis pas un bagarreur. Mais Sur quelle musique alors? euh, alors en fait ce serait sur Hippie Hippie Shake de Big Soul. Voilà. Ah Ok, d'accord, très bien. Et est-ce que t'as déjà pensé à... ouais. Ouais, Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. pas de souci. Est-ce que t'as déjà pensé à tout plaquer pour ouvrir une pizzeria? Une pizzeria non, mais un bar oui. Ok. Non, c'est une très vieille blague avec ma femme. Depuis plus de 25 ans, on se dit qu'un jour ou l'autre, on va tout plaquer et ouvrir un bar et on appellera ça la Teki et le barbu. Voilà, c'est une vieille blague entre nous, mais oui, il y a toujours un moment où tu te dis, mais je me bats contre des moulins. D'autant plus quand tu travailles pour l'État, les échelles de temps sont compliquées à gérer. Eh oui. Mais t'as toujours quelque chose qui te relance un petit peu. T'as toujours une nouvelle aventure. Tu vois, là, moi, je suis pas né prof. Je suis devenu prof. J'ai été dans l'industrie avant. En ce moment, je suis en train de, c'est un scoop. Je suis en train de discuter pour repartir vers l'industrie. Voilà. Oh. Donc, alors c'est une chance sur trois que ça se réalise, mais c'est déjà une chance sur trois. Donc, ça risque de se faire dans l'année 2025. Et, euh, et en fait, bah, c'est juste une nouvelle aventure, c'est juste des nouvelles choses à voir, c'est juste des nouveaux problèmes à résoudre, et c'est cool. Voilà. Donc ouais, moi j'ai besoin de bouger de temps en temps, quoi. Là, ça fait très longtemps que je suis dans ce métier-là. Euh, j'ai un peu le sac à dos qui démange là. J'ai envie de bouger. T'as envie de nouvelles aventures finalement. Exactement. Ok, d'accord. C'est exactement ça. Et du coup, si tu devais partir pour le restant de ta vie, genre t'es obligé de partir, ce serait où? Ah, alors deux destinations possibles. Deux destinations enfin, j'ai pas mal voyagé et il y en a deux où vraiment je me verrais vivre. Il y a le Japon, dans lequel j'ai même vécu quelque temps, et globalement l'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, etc. Où les deux destinations, c'est vraiment deux destinations où à chaque fois que j'en ai l'occasion, je fonce quoi. Ok. C'est c'est les antipodes. Hein. On est d'un côté très latin, de l'autre côté très maîtrisé, mais mais dans les deux, je me sens chez moi. D'accord. Eh ben, moi je me dis souvent qu'un jour j'irai au Japon pour voir, mais ça fait plusieurs années où je me dis qu'en fait ce serait une mauvaise idée parce que genre en fait je suis pas du tout un weeb, genre les mangas je déteste ça. Je La culture japonaise j'ai envie de la découvrir, mais je suis persuadé que c'est pas du tout ce qu'on voit de notre côté. Mais par contre c'est vrai qu'il y a toute un côté un peu pas minimaliste, mais enfin je sais pas comment le dire, qui m'attire. Et du coup je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'y aller dans le contexte Bah, actuel. disons que c'est compliqué. Tu ne seras jamais japonais, Ah bah oui. mais
En tant qu'étranger au Japon, tu seras reçu, intégré. Bon, il faudra faire quelques petits efforts de langue. Hein. Moi, j'ai dû me mettre au japonais là-bas, mais c'est ouais, tu vois, c'est pas une société qui est individualiste. Euh, à l'époque où j'y étais, bon, j'ai connu Fukushima d'un peu trop près à mon goût. Ah, La société japonaise s'est auto-organisée après le tremblement de terre pour distribuer des rations, les supermarchés organiser des files, etc. Alors que je sais très bien qu'en France, ils auraient ouvert les portes, vendu tout ce qu'ils pouvaient et refermé les portes. Tu vois, c'était... Donc en fait, les Japonais ont vraiment ce côté incroyable. Vraiment, c'est des gens que j'adore à tous les niveaux. Par contre, comme je te dis, tu ne seras jamais intégré. ah Tu ouais. seras toujours invité. Voilà. L'Amérique du Sud, c'est pile l'opposé. Tu seras totalement intégré, pour le coup. Et ce sera un joyeux foutoir, mais joyeux. Donc les deux sont vraiment aux opposés, mais les deux m'iraient très bien, en fait. Ok, Voilà. d'accord. C'est vrai que l'Amérique du Sud, ça a l'air fascinant aussi. J'ai rencontré plusieurs personnes qui venaient de là-bas ou qui avaient des liens très forts avec cette région. Et c'est vrai que y a tellement de choses fascinantes. Voilà, je sais pas exactement comment c'est là-bas, mais, euh, mais ce serait ouais un endroit qui m'intéresserait aussi. En tout cas, ouais, pour quelqu'un qui aime les sciences et techniques, c'est deux endroits absolument à faire. Le Japon, pour les roboticiens, tu te doutes bien que c'est la Mecque. Hein. Nous, on prie dans la direction de Tokyo. Et pour, en fait, tu as des étudiants et des formations, notamment dans tout ce qui est électronique, électrotechnique, informatique, au Brésil, au Mexique, qui sont d'un niveau incroyable. Ils nous envoient des étudiants qui sont remarquables. Hmm, Donc je pense que dans les deux, tu vois, je vivrai heureux, c'est sûr. d'accord, ok. Euh, Si ton frigo pouvait parler, il dirait quoi de toi? Que je suis bordélique Ah, et qu'il vaut mieux vérifier la date des œufs si tu tiens à la vie, clairement. ok. Ouais, comment dire, je vais apprécier un repas extrêmement fin, gastronomique, etc. Je vais vraiment en profiter à sa juste valeur, mais sur une base quotidienne, je suis pas quelqu'un qui va passer des heures à table, je suis pas quelqu'un qui va tenir absolument à avoir un repas structuré, ce qui est probablement une très mauvaise idée. Hein. Mais du coup, ça rentre pas dans mes priorités en fait. Tu vois, je suis un peu l'archétype du gars qui, face à un joli problème, va oublier de manger sur deux repas, tu vois. Ah Et se oui, rendre compte que merde, le soleil se lève, tiens, c'est bizarre quand même, j'ai raté un truc là. Voilà. Donc ça, c'est le gros intérêt du télétravail, hein, c'est que des fois, je peux me laisser embarquer sur un truc jusqu'à 4-5 heures du matin, et donc faire la sieste ou faire la grasse mat, ça peut être nécessaire. ok, d'accord. Et est-ce que tu es quelqu'un qui a des collections? Est-ce que tu as tendance à faire des collections, ce genre de choses? À part les oscilloscopes, non, pas trop. Euh, alors, collectionner pour collectionner, peu. Mhm. Comme tous les jeunes, j'ai eu ma période d'essai, collection de timbres, collection de machins, et j'ai jamais tenu. J'ai jamais tenu très loin. Le truc qui s'approche le plus d'une collection, c'est les bouquins. J'ai D'accord. un, j'ai vraiment un gros rapport affectif aux livres et aux livres de sciences ou de technique, et j'en ai une énorme quantité. Voilà. Et comme j'ai ma tendre moitié qui est un peu comme moi, nous sommes en minorité par rapport aux livres à la maison. J'ai peur qu'ils prennent le pouvoir un jour. Ça devient compliqué. Et du coup, tu les as tous lus. Oui, oui, oui. Je fais pas partie de ces gens qui stockent les livres sans les ouvrir. Quand j'ai un livre, je plonge dedans et comme j'ai
pas mal tendance à me coucher tard, en fait. Je me réserve cette heure ou ces 2 heures, tu sais, entre minuit et 2 heures du matin, où tout le monde est couché, la maison est silencieuse, le canapé, une petite lumière, le livre, et je suis le roi du monde. Ok, pas mal, pas mal. Très bien, très bien. Est-ce que t'as une chaîne YouTube ou Peertube? Bon, apparemment, c'est pas très développé Alors, Peertube, mais il y a une chaîne YouTube. Peertube, non. YouTube, j'en avais une qui servait la première année de stream à uploader les épisodes du stream. Et malheureusement, j'ai dû un petit peu cacher les vidéos. Pour une raison très bête, c'est que les étudiants ont découvert que je streamais. Ah, Et qu'en fait, parmi les streams, il y avait 2 ou 3 streams qui étaient liés aux lignes de transmission. Et à ce moment-là, certains se sont dit que c'était beaucoup mieux d'aller regarder les vidéos que de suivre le cours. Ce qui a été un peu dramatique pour leurs notes, parce que forcément, pour des spécialistes qui étudient ça pendant plusieurs dizaines d'heures, on n'attend pas du tout le même niveau que ce qu'on donne en stream. Donc du coup, en fait, j'ai caché les vidéos. En fait, hein. Les habitués du stream savent comment aller les récupérer. Et du coup, la chaîne YouTube est un peu en sommeil. Mais je pense, là aussi, c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement sur le stream, qu'on va la faire revivre sous une forme très différente. Tu sais, on arrive à ce stade où 3 années de stream avec un public restreint, mais fidèle, très fidèle. Ce qui veut dire que maintenant, sur ces 20-30 habitués-là, ils ont pris du niveau. Hein. Ils ont pris du niveau en transformé de Fourier, transformé en Z, équation, etc. Ce qui fait qu'un nouveau venu, c'est un peu difficile d'attraper le stream en cours. eh oui. Donc j'ai un petit problème là de faciliter l'accès en fait au nouveau. Et j'aimerais bien, alors je voulais le faire cet été, malheureusement ça n'a pas pu être possible parce que en gros j'avais des allers-retours à la maison, c'était difficile de mettre en place un enregistrement. Mais j'aimerais bien faire des vidéos montées qui reprennent tout depuis zéro. Voilà, donc avoir les streams qui continuent à leur vitesse et les épisodes YouTube sous forme d'épisodes assez courts, tu sais, 10 minutes, 15 minutes sur un thème donné, qui réexpliquent mais partant des bases. Voilà, comme si on était jour 0 du stream. Ça, ce serait super cool. Ah, ça, ce serait bien. Malheureusement, ça me prend... Enfin, j'ai commencé pas mal de choses, mais... Comme dit précédemment, mon niveau de dessin étant Monsieur Patate il faut que j'apprenne les outils d'animation en fait. Ah d'accord. Voilà, il faut que je puisse assez facilement mettre en place des visuels, annoter des schémas, et comme mon écriture est très très illisible, avoir une manière de le faire pour que ce soit pas repoussant pour les gens qui le font, quoi, qui se donnent la peine de suivre les vidéos. Donc voilà, petit à petit, j'essaie de progresser sur les outils. Si ça fonctionne, ce sera une petite activité auxiliaire au stream. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a un truc, enfin, quel est le truc qui t'emmerde le plus dans la vie de tous les jours? Être obligé d'aller au boulot. On peut pas jouer toute la journée. Oui, c'est vrai. Non. Il y a toujours des choses que tu es obligé de faire, hein, de la paperasse, des montages de dossiers, des choses comme ça. L'idée, c'est plus genre quelque chose qui devrait fonctionner parce que c'est là, mais qui fonctionne pas, ou quelque chose qui, pour une raison que personne n'arrive à expliquer, n'est pas idéal, quoi. Genre un petit truc, un peu comme une écorchure ou quelque chose dans ton train-train quotidien, quoi. Si, j'ai une porte qui grince, mais il se trouve que c'est la porte de ma chambre. Et que comme je me couche tard et que ma femme dort, tu imagines à chaque fois à 2h du matin, je me glisse délicatement dans la chambre et là t'entends...
Et je te jure que j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Les graisses, les machins, les bidules, rééquilibrer la porte. Rien à faire. Ça défie toutes les lois de la logique et de la physique. Ça fait 20 ans que cette porte grince, quoi. Je dis plus rien. Oh, Donc oui, oui, totalement. Tu sais, la petite épine dans le pied, là. ok, ah oui, j'avoue que ça doit être un petit peu l'enfer. Alors, un petit peu l'enfer, hein, parce que c'est pas... mais, ok, très bien. Bah, ça Et, embête surtout Madame Rancune, hein. Plus que moi. et oui. Et si t'avais 1 million d'euros à dépenser, qu'est-ce que t'en ferais? Ouf. Ah, c'est une bonne question. Je suis pas sûr que je le dépenserais pour moi, Mhm. parce que globalement, je prête absolument aucune importance, tu sais, à tout ce qui est fringues, belles montres, voitures. Moi, pour moi, la voiture, ça va d'un point A à un point B, et si ça peut éviter de tomber en panne entre les deux, c'est parfait. Euh, donc, je pense pas que tu vois que d'un coup, du jour au lendemain, je pèterai un câble, je m'achèterai une grosse maison, une grosse voiture, pas du tout. Je sais pas trop. J'ai presque l'impression que je les placerai, je les couperai en deux, en me disant au moins s'il m'arrive un truc, chacun de mes enfants est à l'abri. Tu vois, plutôt en D'accord. mode hyper prudent, mais je pense que je changerai pas mon train de vie. Alors, la question, elle implique que tu doives les dépenser. Donc tu peux dépenser Ah, dans de ah, l'immobilier si tu veux, ou autre chose, ou de l'or, hein, pourquoi pas. Mais t'es bon. obligé de les dépenser d'une façon ou d'une autre. Tu peux pas les garder. Alors si je dois les dépenser, je m'achète enfin des hectares et des hectares de forêt pour jouer. Meilleure idée du monde. Voilà, tu vois, un immense espace avec une belle forêt que je préserve au maximum et dont je laisse les gens profiter. Et s'il peut y avoir une petite clairière, pâture ou quoi, pour que je puisse faire voler des drones ou les 100 000 expériences de savants fous qui demandent un accès à l'extérieur, je serai le plus heureux du monde. Ok, ok, d'accord. Eh ben, excellente réponse. C'est vrai qu'un morceau de forêt, alors ça, ce serait vraiment le pied. Et c'est lié un peu à la future question, puisque du coup, la question, c'est comment tu te vois vieux. Donc, quand tu vieilliras, quand tu seras plus vieux, c'est quoi pour toi la vie que tu auras quand tu seras vieux? Ah, oh, c'est dur ça aussi. Ouais. Je pense que, en fait, je suis pas loin d'avoir la vie dont j'ai envie. Tu vois, j'ai un job qui me plaît bien, j'ai pas de problème majeur, j'ai un espace pour jouer et l'équipement qu'il me faut pour faire à peu près tout ce qui me passe par la tête. Donc là-dessus, bah, j'aimerais bien que ça change pas trop. Déjà, voilà. Ne perdons pas les acquis. Euh, Ouais, transmettre. Je dirais continuer à transmettre et peut-être transmettre tout ce que je ne peux pas transmettre dans des cours officiels. Bosser avec des jeunes, les soutenir dans leurs projets. Si moi j'ai plus à m'inquiéter de mes moyens de subsistance, eh ben, tu vois, je serais complètement du genre à faire l'ingénieur gratuit pour un jeune qui a une idée qui m'éclate. Voilà. Et je serais le plus heureux des hommes en faisant ça. D'accord. J'ai, si tu veux me rendre heureux, donne-moi un beau problème et du temps pour le résoudre. Voilà. Donc, j'ai pas des grandes aspirations là-dessus. Je pense que j'atteindrai jamais la sagesse. Malheureusement, ça me paraît bien compliqué déjà. Euh, donc, simplement aller dans cette direction-là, continuer à faire ce que j'aime, continuer à avoir des beaux problèmes de l'ingénierie et des choses comme ça. Et si ça peut être au contact de gens qui partagent un peu les mêmes valeurs, ah, ce serait la plus belle des retraites, quoi. D'accord. Ouais, pas mal. Ok. Et si t'étais un périphérique, tu serais lequel? Ouf, périphérique. Ah, je dirais un clavier. Un clavier. Alors pour une raison absolument incroyable, j'ai vraiment un amour pour mes claviers. Tu vois, D'accord. je passe beaucoup de temps dessus, donc je suis assez exigeant avec mes claviers, etc. Mhm. Et c'est un objet que j'aime bien. Voilà. Ok. En parlant de clavier,
moi, ça fait des années que je suis dans l'informatique au sens large, et c'est que très récemment où je me suis mis à m'intéresser au clavier que j'utilisais. Et bon, évidemment, ça a changé ma vision sur la vie et au-delà. Mais du coup, c'est vrai qu'on prend pas assez de temps, je pense, de manière générale, pour apprécier à quel point un clavier, dans le monde où on vit, c'est quand même important, quoi. Ouais, puis je pense que c'est même plus général que le clavier, tu vois. Bon, on va dire la souris aussi, mais Mm. tu vois, un des problèmes récurrents chez les jeunes et pour lequel ils discutent assez facilement, c'est se construire un environnement de travail. Réussir à trouver comment dire, un espace où tu es à l'aise pour travailler, tu as envie de rester, t'as pas envie de te barrer dès que tu poses ton séant sur la chaise. Et souvent, je leur dis, mais moi, j'ai littéralement écrit la moitié de ma thèse et je pense fait la moitié de mes études dans des terrasses de café. Tu sais, des petites terrasses, un brin de soleil sous un platane, un petit café, un livre, un bloc-notes. Ben oui. Et je suis le plus heureux des hommes. Mm. Voilà. Et c'est souvent ça, c'est quand tu arrives à trouver un peu cet équilibre dans ta vie où tu travailles sur ce qui t'éclate et tu le fais dans des conditions qui te sont agréables, bah c'est dur de faire mieux quand même. T'es bien, t'es juste bien, c'est plus du tout un problème de travailler. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Non, puis, Ouais, et c'est un mec au fond d'une cave qui te dit ça. Hein. non, bah, puis le fait d'aller sur les terrasses de café et tout, c'est vrai que bah, moi, je l'ai fait pendant quelques temps. Et en vrai, je pense que si j'avais l'occasion, je le referais le plus souvent possible. Enfin, parce que du coup, c'est vrai que l'espace d'un instant, ça devient ton univers de travail. Et genre, bah voilà, tu peux regarder un peu au loin, tu peux lever les yeux, tu peux écouter ce qui se passe. Enfin, c'est vrai que avoir un atelier calme, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai que pour développer un peu la créativité dont on peut avoir besoin de temps en temps, bah c'est vrai que les terrasses de café et ce genre d'endroit, ça peut être pas mal. Oui, et puis bon, tu peux pas y passer tout ton temps non plus. Il y a des fois, il faut que le travail soit abattu, mais Bah quand tu oui. as un peu d'auto-formation à faire, quand tu as un peu de documentation à lire, ce genre de choses-là, Mm. en vrai, le temps que tu passes assis, t'es utile, mais le temps que tu passes à y aller et à en revenir, bah, tu continues à rêvasser autour de tes centres d'intérêt du moment, quoi. Ah oui. Et c'est souvent plus efficace que de se faire violence, de se forcer d'être assis au bureau Ah et oui. d'avoir qu'une envie, c'est d'aller dehors, quoi. Ah bah oui. Je suis persuadé que c'est beaucoup plus efficace. Voilà, donc voilà, c'est un peu mon dada, tu vois, c'est travailler sur ce que j'aime, travailler comme je l'aime, à mon rythme. Et jusque-là, ça m'a pas trop mal réussi, en fait, pour l'instant. Je touche du bois. D'accord. Très bien. Après, si ça avait réussi et que ça avait été dans des conditions complexes, ça aurait été un peu dommage, quoi. Enfin, c'est vrai que avoir un résultat en souffrant un maximum pendant tout le trajet, c'est un peu dommage. Oui, puis est-ce que quand tu souffres, tu auras réellement envie de t'accrocher ce qu'il faut pour obtenir une solution qui est peut-être un peu loin? Mais oui. C'est pas sûr. Hmm. C'est pas sûr du tout. Donc voilà, c'est bizarrement, je fais partie de ces enseignants qui disent à leurs élèves, ben c'est bien, travail. En effet, il faut que tu te construises un espace où tu es à l'aise et tout, mais va faire du sport, aère-toi un peu, va te changer les idées. C'est aussi important que le reste, quoi. Ok, d'accord. Ta chaîne YouTube préférée, c'est quoi? Ah. En dehors de ton podcast, c'est dur. Euh, alors il y en a deux que je suis. Alors une depuis très très longtemps et l'autre depuis très récemment. Depuis très très longtemps, c'est EVblog qui est très connu, hein, qui est Ah oui, une chaîne l'Australien. YouTube, l'Australien, notre ami Dave Jones, où je trouve que
c'est souvent de la vulgarisation, ce qui, comme tu le sais, n'est pas forcément ma tasse de thé. Mais il y rajoute la touche métier, le regard, il y rajoute un peu sa patte à lui, qui fait que tu apprends quand même des choses, même s'il ne te donne pas tous les détails. Donc je la trouve vraiment très très intéressante. L'autre, je l'ai découverte il y a 2-3 jours et je l'ai un peu bingé, comme disent les jeunes. Ça s'appelle Phoenix quelque chose. Alpha Phoenix. Alpha Phoenix. Bah là, sa dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos qu'il a faites, il a fait la capture à 2 milliards d'images par seconde d'un rayon lumineux. Donc tu vois réellement la propagation de la lumière. Et c'est fait avec ce qu'on peut avoir dans un garage plus quoi. C'est pas un prototype de labo incroyable. Et ouah, je suis admiratif quoi. Le gars est d'un formidable niveau théorique. C'est un bricoleur inspiré. Et ouais, je suis très admiratif de ce qu'il fait. Voilà. Ok. D'accord. Alors D'accord. malheureusement, les deux sont en anglais. Hein. Après, c'est un peu le... Alors, il y a des gens qui font de la science en français sur YouTube, mais c'est vrai que pour le moment, ceux qui vont le plus loin, c'est souvent des Américains ou en tout cas des anglophones. Oui, 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 c'est vrai. Bah, sur le côté électronique, en francophone, c'est un peu compliqué. Il y a de la vulga très grand public, hein. Eh Il y oui. a des gens comme Deus Ex Silicium, par exemple. Mais c'est pas le type de contenu que tu peux regarder pour apprendre. En fait, tu vas le regarder démonter un objet, faire ses commentaires, être d'accord ou pas d'accord, ça peu importe, mais c'est pas de l'apprentissage. Eh oui. Donc, en contenu francophone avec de l'apprentissage, les choses que j'ai vues les plus pointues, c'était très souvent rattaché au monde des radioamateurs. Ah oui, oui. Voilà. Où là, pour le coup, il y a toute une génération avec un savoir-faire absolument incroyable, qui malheureusement est un peu vieillissante. Hein. Faut aller voir son petit club de radioamateurs local, c'est des gens incroyables. Mais voilà, c'est en France, les contenus techniques précis sont un petit peu en voie de disparition, à mon grand regret. Eh oui, c'est vrai que radio amateur, moi pendant longtemps, ça m'a vraiment repoussé parce que du coup, il y avait un espèce de gatekeeping qui se faisait, c'était assez compliqué. Et c'est vrai que bon, moi là depuis quelques temps, j'essaye de passer ma licence, donc du coup, j'essaye de passer un peu plus de temps avec eux, mais c'est vrai que il y a aussi cette culture scientifique. C'est un peu dommage parce que du coup, on avait ça en France pendant encore très longtemps. Et là, de voir que finalement, c'est un domaine qui vieillit et c'est un peu dommage, quoi. Oui, après, ils ont réussi un petit peu leur métamorphose, je trouve, ces dernières années. En effet, moi j'avais souvenir il y a 20 ans, tu parles de gatekeeping, mais j'avais un peu eu la même expérience. Et là, les gens que j'ai réapprochés, au contraire, se rendent compte que il y a besoin d'un renouvellement de génération, sont vraiment avec l'envie de transmettre aux plus jeunes, aux ados, aux étudiants, même dans les écoles primaires. Et certaines assos sont vraiment en première ligne sur la transmission des sciences, quoi. Ouais. Donc, Et, ouais. et bizarrement, avec toute tu sais, l'expansion de l'analogue horror, de tous ces sujets un peu nostalgiques de certaines années, il y a de plus en plus de gens qui parlent du radio-amateurisme, même en français, et je trouve ça assez fou. Du coup, il y a Oui, plein de gens qui ont fait il y a, des... il y a, il y a ce retour un petit peu à la technique là depuis quelques années. Ça fait plaisir, c'est Ah c'est oui, bien. Mais en effet, c'est pas si ancien que ça. Ça a, quoi, 4-5 ans, je dirais, à vue d'œil. oui, oui, puis ça fait vraiment 2 ans que ça commence à devenir très très visible, qu'il y a un regain
du grand public, je sais pas comment le dire, mais enfin voilà, t'as fait le dupe qui avait fait une vidéo récemment sur tout ça, enfin c'était, on voyait que c'était vraiment une fascination qui, qui était née de tout ce qu'on sait plus faire en fait finalement, qui a existé et qui... donc bon. Bah, on connaît tous les discussions qui ont eu lieu sur le serait-on capable en 2025 de repartir sur la Lune, où Ouais. la plupart des experts te disent bah non. Non, désolé, ils sont tous partis à la retraite, on sait plus faire, on a perdu. On a laissé Et, s'échapper le savoir. exactement, et Mm. je pense qu'il se passe un peu la même chose dans d'autres domaines et qu'on en prend conscience en fait. Ah ouais. Il serait temps. Oui, oui, il serait temps. Bon, c'est pas forcément tout perdu parce que bah, la science a évolué aussi. Les Mm. jeunes n'ont peut-être pas ça au centre de leur formation, mais ont ce qu'il faut pour pouvoir le redévelopper en quelques années. Oui. Donc voilà, on n'a pas régressé non plus. C'est juste un état de fait qui a un peu pris tout le monde de court parce que bah, nous, vieilles bestioles du XXe siècle, partions du principe qu'une découverte n'était jamais perdue, qu'un savoir-faire n'était jamais perdu. Et c'était un peu notre leçon au tournant du siècle. Et ouais. Est-ce que t'es quelqu'un de plutôt cinéphile? Est-ce que t'aimes les films? Est-ce que tu en regardes beaucoup? Alors, j'aime le cinéma. Depuis très très longtemps, j'ai toujours été régulièrement au cinéma, mais plutôt sur le côté pop culture. C'est-à-dire que, tu vois, tous les films, on va dire, passant par les aliens, les grandes franchises, etc., de notre jeunesse, tu vois, tout ça, j'ai connu sur grand écran. Mhm. Les films très intellectuels, moins. Ouais. Beaucoup moins. Pour moi, ça reste un moment de détente. Je cherche pas forcément le truc qui va me mettre mal à l'aise ou me forcer à réfléchir pendant des mois. Non, c'est un moment de spectacle. Voilà. Donc à cette petite nuance près, oui, je suis gros consommateur et de films et de romans. D'accord. Et t'as un film préféré? Euh, préféré, pas vraiment. Ça peut être un J'ai- film préféré globalement, quoi. Hmm, alors, qu'est-ce que... Alors, je vais dire plutôt le dernier... euh, le dernier qui m'a un petit peu plu, c'était un film qui s'appelait The Gorge, qui a pas fait beaucoup de bruit en France. Tu sais, sur un thème bah, deux militaires, forcément un homme, une femme, un qui est dans une tour côté russe, l'autre qui est côté ouest, qui doit surveiller une mystérieuse gorge sans avoir le droit de communiquer ensemble, parce que bien entendu ils ne vont absolument pas écouter. Hmm. Et c'est un petit film science-fiction, sans prétention, etc. Mais ça m'a fait plaisir de revoir des films avec un scénario original qui soit pas un énième dérivé du MCU ou de DC Comics ou etc. Voilà, tu vois, je vais chercher des films qui sont plutôt orientés science-fiction, fantasy. Bon, des fois basés sur des livres, mais pas forcément, parce que si tu as lu le livre, Hmm. le film va t'apporter des choses, mais pas une nouvelle découverte. Et j'aime bien avoir des choses qui ne soient pas des séquelles, préquels, tu vois, qui t'apportent un univers en fait. Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Eh ben écoute, merci. Mais avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Et voilà, Longint, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Merci beaucoup à Rancune de s'être prêté au jeu. Alors, il va y avoir un épisode par semaine, donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à nous partager dans les commentaires vos anecdotes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Longint.